Hop, tac, tac, tac. Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui 8 mars avec Perrine. Bonjour à tous, bonjour à Twitch, bonjour à YouTube, bonjour à Spotify. C'est si long à chaque fois, c'est si long. Pensez à Ah, vous mais il faut. abonner, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à mettre un bidule. Faites ce que vous voulez au final, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. C'est ça qui est important. Et du coup, bonjour Perrine. Bonjour Hein, à tous du coup. voilà. Je vais pas tout dire parce que j'ai oublié depuis, mais bonjour à toutes les plateformes. Voilà, c'est plus rapide comme ça de toute façon. Bonjour, alors du coup, ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à dire coucou dans le chat, à nous prévenir si quelque chose est trop fort, comme par exemple la musique, me dit mon assistant. Hop là, mon assistant Quelle secret. assistante qualité. Ah bah, toujours, toujours. Hop, mon assistant me dira si c'est mieux pour la musique. On me dit que c'est nice, donc... Alors on me dit Nice, et j'imagine que c'est pour partir en vacances, je sais pas. Alors du Peut-être un coup, message subliminal. ah, c'est ça, c'est peut-être ça. Alors du Mm. coup, Perrine, tu es en thèse en éthologie. On expliquera ce que c'est juste après, parce que c'est pas une science qui est spécialement réputée dans le monde des sciences, en tout cas C'est parmi le vrai. grand public. Mais est-ce qu'avant de nous parler de ça, tu peux nous parler de toi, de ton parcours scolaire, universitaire et ce qui t'a amené à la thèse? Eh ben, ça va être très long. Alors bon, pour la faire assez rapide, moi j'ai fait tout mon collège-lycée dans la même structure parce que c'était quelque chose qui faisait collège-lycée. J'ai toujours été une très très bonne élève et en même temps, pour pas me lancer de fleurs, j'ai toujours travaillé de manière à être une très bonne élève. Donc j'ai toujours un peu le goût du travail. Et donc à la fin du lycée, j'étais un peu perdue sur mon chemin de vie parce que j'avais plein de portes ouvertes et je savais juste pas quoi choisir. Et je me suis dit pourquoi pas faire vétérinaire, ça a l'air fort sympathique. Donc j'ai eu de la chance d'être acceptée dans une très grosse prépa à Toulouse. Donc j'y suis allée un peu en fermant les yeux en me disant je verrai bien ce qui se passera à ce moment-là. Ça s'est super mal passé. Enfin, ça s'est pas super mal passé, mais ça s'est pas bien passé. Donc j'ai pas eu l'autorisation et la possibilité de continuer en deuxième année pour passer les concours. Donc on m'a un peu dégagée à la fac. Et arrivée à la fac, j'ai fait des licences. Alors à l'époque, ça s'appelait biologie des populations et des écosystèmes. Et ensuite, après, je suis partie faire un master dans cette même fac. Et en fait, à chaque fois, ce qui a drivé mes choix, c'est énormément de décisions au dernier moment. C'est vraiment, OK, là, il faut que je fasse un choix sur mon master, sur la licence. Qu'est-ce qu'on me propose? OK, il y a ce truc-là, ça n'a pas l'air trop nul. Vas-y, on va partir dedans. Et en fait, à chaque fois, ça m'a plu et je me suis bien amusée dans ces filières-là. Et arrivée à la fin du coup du master, j'ai eu l'occasion de faire deux stages, un stage en M1, un stage en M2. Et j'avais pas prévu de faire de thèse, mais alors pas du tout, parce que ça faisait vraiment peur. Les gens qui en parlaient, j'avais l'impression que c'était un coup à faire des burn-out et des dépressions. Donc j'avais vraiment peur de ça. Et en fait, finalement, je me suis dit, pourquoi pas? On m'a proposé un sujet, donc le sujet sur les fourmis, parce qu'on est ici pour parler de fourmis. On m'a proposé ce sujet sur les fourmis. Au début, je trouvais ça pas très sexy. Je me suis dit, ah, les fourmis, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Et en fait, je me suis lancée, je me suis prise au jeu, j'ai passé un concours pour avoir la thèse, pour avoir le financement de la thèse. Je l'ai eu. Et donc, du coup, c'était parti pour 3 ans de thèse. Mais vraiment, c'était un peu une décision à la fin du master, au dernier moment. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, il y a une thèse qui a l'air plutôt chouette. Go. Ok. Donc là, tu as répondu à 40 questions en même temps que j'ai pas encore eu l'occasion de poser. Donc voilà, voilà. J'ai tout petit peu Ça j'ai va, j'ai dissimulé les informations. ça va durer moins longtemps que ce qu'on croyait. Mais Alors on du a coup, toujours moyen de parler. on devrait se débrouiller. Alors du coup, tu t'es lancé vers la thèse un peu au dernier moment. Voilà, au dernier moment. Euh, Ouais. Maintenant que tu es en thèse, avant de revenir un peu sur ton parcours, maintenant que tu es en thèse, est-ce que tu dirais qu'après ta thèse, tu vas rester dans le monde de la recherche ou est-ce que tu dirais que tu vas le quitter pour des choses un peu plus, comment dire, privées? Hmm. Euh, L'intonation était Dernier naze. moment. Ouais. Ah oui, tu décides, d'accord, ok. C'est que je ne sais pas du tout. C'est qu'en fait, actuellement, là, la position dans laquelle je suis, c'est que j'aime bien un peu tout ce qu'on me propose. Mhm, Je sais que particulièrement, j'ai adoré faire de l'enseignement parce que pendant le doctorat, on a le droit de donner des cours. mhm. Donc ça, j'ai vraiment énormément aimé. Donc il y a peut-être moyen que je me dirige vers de l'enseignement.
Encore que je ne sais pas. Ça dépendra en fait. Est-ce qu'on va proposer, enfin, est-ce que je vais trouver des postdocs qui m'intéressent dans des lieux qui m'intéressent aussi, parce que j'ai pas trop envie de partir à l'étranger pendant des années pour me faire une place dans la recherche. Je crois que j'ai pas la force pour ça. Mhm. Est-ce qu'on va pas me proposer un travail en entreprise plus dans la modélisation qui va plus m'intéresser et sortir complètement de cette recherche, enfin pas vraiment complètement, mais être plus dans la technicité? Je sais pas. Franchement, je me ferme aucune porte en vrai, je pense que c'est plus rassurant de se dire ça, qu'on a toutes les portes ouvertes et qu'on n'est pas réfractaire à aller dans l'une ou dans l'autre. D'accord. Donc, tu sauras le jour où tu signes un contrat. Ouais, C'est ça qui va se passer. je pense. Alors, du coup, Exactement. avant la thèse, il y a forcément la deuxième année de master qui intervient avec un stage de 6 mois. Est-ce que tu peux nous parler de ce stage de 6 mois? Est-ce que c'était déjà sur les fourmis? C'était sur un sujet différent? C'était sur leurs cousines, les termites, D'accord. qui sont des fourmis, enfin, en grosso modo, sont des fourmis aveugles, quoi. Mhm. Et donc en fait, donc c'était déjà sur la thématique des insectes sociaux, Mhm. qui sont des insectes qui font des comportements qui sont extrêmement intéressants à observer, vu que ce sont des insectes qui s'organisent en colonies. On en reparlera peut-être plus tard, ça. Et donc du coup, ouais, en fait, c'est en master, j'ai fait mes deux stages de master, celui de M1 et de M2, sur le même sujet. C'est que je savais pas trop où candidater, les sujets me plaisaient pas trop. Et je suis allée voir un prof qui donnait un cours sur un sujet que j'aimais beaucoup, donc l'éthologie justement. Et je lui ai dit, est-ce que vous auriez pas un sujet de stage pour moi? Il dit, bah si, j'ai un sujet sur les termites. Donc en gros, c'était le suivi de pistes de phéromones chez les termites. C'était ça le sujet du stage. Et donc j'ai candidaté, j'ai été retenue et j'ai fait mes 2 années de stage sur ce sujet. Au final, au début, je trouvais ça un peu bizarre de travailler sur les termites parce que dit comme ça, on se dit, ok, quel intérêt? Les termites, c'est pas. En plus, souvent, c'est un peu considéré comme des nuisibles. On a envie de s'en débarrasser en tant qu'être humain. Et en fait, j'ai vraiment adoré ces 2 années de stage. Donc voilà. T'as fait 2 ans de stage ou c'était 2 stages, un de 6 mois et un de 3 mois? Ouais, c'est 2 années de master où j'ai pu faire des stages. Donc c'était le premier, c'était 2 mois, effectivement, le deuxième 6 mois. Alors du coup, est-ce que du coup il y a eu une continuité? Enfin, est-ce qu'il y a eu une vraie continuité? Genre t'as repris ton stage en fait de MA en M2 et t'as pu continuer sur ce que t'avais déjà fait? Ouais. Ah c'est cool, c'est cool. Mais est-ce que du coup Ouais. ça a avancé entre temps? Je veux dire, t'as fait ton stage, les enseignants-chercheurs à qui tu étais, ils ont continué à avancer dessus et t'as repris ensuite en cours de route? Alors, en fait, mon stage, c'est moi qui l'ai. J'ai été extrêmement bien accompagnée, mais en fait, on m'a donné des vidéos de termites qui se déplacent et j'ai dû tout traiter toute seule avec l'aide d'un doctorant qui m'a co-encadrée. Et donc, du coup, en fait, si je n'avançais pas sur le sujet, il n'avançait pas sur le sujet. Donc, en fait, j'ai récupéré mon propre travail et je l'ai repoussé plus loin grâce aux nouvelles compétences que j'avais acquises. Ok, d'accord. Donc t'as stalké des insectes pendant 8 mois. Ce qui ne s'est pas arrêté là, visiblement, vu que bah, tu as continué sur les cousines voyantes des termites. Alors, est-ce que tu dirais que ton stage de M2 t'a préparé à ta thèse? Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ça arrive que le stage de M2 soit un peu l'antichambre de la thèse, parce qu'en fait, la bibliographie qu'on va pouvoir faire durant ce stage, elle est similaire à la thèse, et du coup, ça fait un peu 6 mois de thèse en plus, mais on se le dit pas, quoi. Ouais, en fait, ça m'a énormément servi parce que toute la bibliographie que j'ai dû faire sur les termites, forcément, ça concernait l'organisation des insectes sociaux. Et donc, insectes sociaux, il y a les fourmis dedans. Les fourmis qui font les mêmes comportements quasiment que les termites, donc le suivi de pistes de phéromones, construction du nid, etc. Donc, en fait, tout ça, j'ai pu l'appliquer après à l'espèce de fourmi que j'étudie moi. Donc, ça a été franchement, en termes de gain de temps sur la bibliographie, ça a été immense, je pense, ce stage. D'accord. Bon, pratique. Souvent, c'est comme ça que ça se passe, mine de rien. On embraye le stage sur la thèse qui va avec. Alors, du coup, après ton stage, tu as ton master, bravo, félicitations. On te propose. Alors, du coup, on t'a proposé un sujet de thèse pour lequel tu as dû concourir, hein, c'est ce que tu as dit au début. Alors, ouais, on m'a proposé. C'est-à-dire que le sujet était ouvert aux participants et aux élèves qui avaient envie de candidater. Et moi, au début, c'est le doctorant avec qui je travaillais qui m'a dit, tiens, il y a une thèse qui ouvre sur les fourmis, c'est un peu pareil que ce que tu es en train de faire. Si tu aimes bien, tu pourrais candidater. Et au début, j'étais là, ouais, les fourmis. Imagine quand je vais devoir annoncer aux gens que je travaille sur le déplacement des fourmis, ils vont me dire, mais pourquoi faire?
à quoi ça sert? Et j'étais en mode, mais même moi, j'étais en mode, à quoi ça sert? Mhm. Et en fait, au début, je me moquais un peu de ça en mode, bah non, quand même pas faire une thèse sur les fourmis. Et au fur et à mesure, j'ai parlé avec, bah, c'était du coup mon directeur de stage qui était le chercheur qui proposait la thèse. Donc en fait, il me connaissait déjà dans ma façon de travailler. Mhm. J'en ai parlé avec lui, il m'a un peu annoncé ce que ça allait être comme sujet, les nouveautés qu'on allait développer pour la communauté scientifique. Et là, je me suis dit, la classe quand même. Franchement, ça promet d'envoyer un truc super lourd. Mhm. Et donc c'est là où j'ai commencé à envisager la thèse. Et j'ai candidaté, il me semble qu'à l'époque, on était 3 à avoir candidaté. Il y avait moi, il y avait une fille qui faisait son stage déjà sur le sujet de thèse, donc qui faisait déjà des pré-manip, etc. Mhm. Et il y avait un physicien qui avait candidaté aussi. Et donc, il me semble que mon maître de thèse actuel nous a sélectionnés par rapport à nos notes en master. Et donc, j'ai gagné. D'accord. Voilà. Parce que tu as toujours très bien travaillé, c'est ce que tu as dit précédemment. J'ai fait en sorte de toujours très bien travailler. Alors du coup, voilà, tu as passé un concours. Ce concours, il t'a accordé les financements pour la thèse, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'il y avait des conditions particulières pour accéder à ton concours au niveau de l'école doctorale ou pas? Ouais, enfin, il y a des conditions, c'est un peu. Il y a des conditions, mais ils les respectent pas forcément pour tous les profils des candidats. Mhm. Mais il me semble que normalement, bon, il faut avoir fait des stages en recherche, mais bon, dans nos masters, c'est un peu obligatoire. Et il faut faire partie des 3 premiers du master. Généralement, on a plus de chances de passer les présélections pour le concours si on est dans les 3 premiers. D'accord. Et après, c'était surtout sur le moment à la performance, parce que on dit que c'est un concours, donc on imagine un truc sur table. En fait, c'est un oral. C'est un oral où on parle 5 minutes du sujet de stage et 5 minutes du sujet de thèse qu'on va aborder. Donc en fait, il faut juste commencer en fait, à travailler limite sur le sujet de thèse pour être solide dessus. Et là, on est devant plein de chercheurs et en fait, je pense que c'est surtout au niveau de la personnalité de l'élève, du candidat, que ça se joue au niveau de son discours scientifique, de sa capacité à répondre aux questions. Donc, ouais, c'est. Enfin, c'était. Je sais plus ce que c'était la question de départ du coup. En plus, j'ai oublié, je sais plus. Je sais plus parce que je pense à ma transition pour la suite et du coup, j'ai oublié la question que j'ai posée. C'était oui, les conditions particulières de l'école doctorale. Voilà, c'était ça la question. Il y avait juste la condition d'avoir des bons résultats tout au long de sa scolarité et un parcours cohérent. Ok. Et alors, du coup, est-ce que durant ton master, on vous a forcément parlé un peu de thèse? Est-ce qu'on vous avait déjà annoncé le coup du si vous voulez une thèse ici, il faut être dans les 3 premiers? Ou est-ce qu'on vous avait. Ouais, on vous avait prévenu tout de suite? Ok. Ouais, et moi j'ai réagi en mode bah tranquille, je m'en fiche. Je voulais pas de thèse à la base. Mmh. Et j'étais même 100% contre le fait de vouloir une thèse parce que je n'avais vraiment pas envie de souffrir. Déjà que les études, un master c'est 5 ans d'études, c'est long, il y a des partiels, il y a des périodes de partiels qui sont pas très sympas parce qu'il faut réviser, on s'empêche de faire plein de trucs et tout. J'étais en mode, mais moi une thèse c'est mort. Et donc, quand on nous a annoncé ça, qui a mis un peu, ça aurait pu mettre quand même une ambiance un peu concours dans le master. Mais on a eu de la chance parce qu'on a vraiment eu, on était un petit master, on était 10 ou 12, je sais plus, et on était quand même très soudés, on s'entraidait beaucoup, donc ça a pas vraiment mis d'ambiance concours. Ok. Bon bah tant mieux, tant mieux. De toute façon, généralement, on n'aspire pas forcément à faire une thèse dans l'université où on se trouve. Il suffit qu'il y ait les 2 tiers qui veulent partir et puis au final on sait qu'on est tranquille. Alors du coup, cette thèse dont on parle depuis le début, elle s'appelle Déplacement d'insectes sociaux sur des surfaces dans l'espace 3D. Les insectes sociaux en question, ce sont les fourmis, les cousines voyantes du coup des termites, pour reprendre ta terminologie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu ce titre de thèse et aussi mais qu'est-ce que c'est que cette thèse, Perrine? Ça faisait un peu bourdin comme question, mais voilà. On adore. Alors attends, tu m'as demandé du coup qu'est-ce qui se cache derrière le nom de ma thèse? Ouais, le titre. Alors, déplacement d'insectes sociaux, on comprend que c'est des fourmis qui bougent, mais sur des surfaces dans l'espace 3D. C'est là que ça devient un peu plus particulier quand même. Là, c'est la partie physique qui rentre un peu en jeu. Donc en fait, moi du coup, mon labo principal, je suis rattachée à 2 labos. Je suis rattachée à un labo qui est centré un peu sur l'éthologie. Et je suis rattachée aussi à l'école des mines d'Albi. Donc c'est de la physique, voilà. Et en fait, l'objectif de cette collaboration, c'était d'adapter des nouveaux outils que
physiciens sur les mouvements des particules développent, Mhm. d'adapter ces outils-là à mes fourmis qui se déplacent pour augmenter l'efficacité de la recherche sur les insectes sociaux. Mhm. Donc en gros, la première partie du nom, donc le déplacement des insectes sociaux, c'est un peu la partie éthologie, donc en gros, c'est le contexte écologique de la thèse. Mhm. Et ensuite, sur des surfaces dans l'espace en 3 dimensions, bah, en fait, une fourmi, elle peut voler en période de reproduction, mais elle marche surtout sur des surfaces. Mhm. Donc quand on prend des algorithmes de particules des physiciens qui volent, entre guillemets, donc qui se déplacent dans l'espace, bah nous, notre fourmi, l'espace dans lequel elle se déplace, c'est un espace qui est une surface, mais elle est en 3 dimensions. D'où D'où le la façon de surface dans tourner l'espace. la tête. D'accord. D'accord. Exactement. Donc en fait, les fourmis sont des particules. C'est ce que tu es en train de me dire. Ouais, alors d'après, je cite les physiciens avec qui je travaille, les fourmis sont des particules compliquées. Et oui, parce que les particules sont rarement macroscopiques. Ça complexifie un peu les choses. Et puis elles n'ont pas de cerveau du coup, donc C'est un autre sujet. Alors du coup, dans cette thèse, du coup tu es à ta 3e année de thèse, hein, si je dis pas de bêtises. ouais, T'es sur la fin. Du coup, il y ça se voit a, la panique un peu. il y a... Généralement, la thèse, elle est en 3 ans. Ces 3 années, elles sont globalement assez bien divisées. La première année, c'est une année de bibliographie. La deuxième année, une année d'expérimentation. La troisième année, l'année préférée de tous les doctorants et doctorantes, c'est la rédaction de la thèse. Alors, la partie bibliographie, donc tu l'as dit, hein, tu l'as un peu faite en master déjà. La partie expérimentation, du coup, qu'est-ce qui s'est passé durant ta thèse? Parce que la fourmi Ah. est un objet physique qui existe, donc que tu peux suivre avec tes yeux, mais l'équation qui décrit le mouvement d'une particule est un objet informatique. Alors du coup, est-ce que ta deuxième année, elle a été coupée en deux entre de l'observation et de la simulation? Alors moi du coup, la première année a été l'année des manips déjà. Donc en fait, quand on a lancé le sujet thèse, tout avait été déjà balisé de manière à ce qu'on ait un cadre expérimental propre et qu'on puisse se lancer tout de suite. D'ailleurs, ma première année, ce n'est pas moi qui ai eu le droit de faire mes manips, je l'ai un peu regretté. C'est avant que je commence même ma thèse, donc j'ai passé le concours, je suis partie en vacances. Mon maître de thèse a employé une stagiaire les 2 mois d'été pour qu'elle fasse toutes mes manips pour moi, pour que quand j'arrive, je puisse passer au traitement des données. Donc ça a commencé comme ça. Ouais, c'est pas très sympa, mais bon, en vrai, moi, ça m'a donné un coup de boost d'un coup. La biblio, je l'avais déjà faite pour préparer le concours, en fait. Donc j'étais déjà niveau... j'étais bien préparée. Et en fait, ma première année, elle a été très centrée autour de l'exploitation des données. Donc, en fait, dans ma thèse, on a 2 parties, mais qui sont quand même très liées. On a le fait de regarder d'un point de vue naturel ce qui se passe quand une fourmi se déplace. Donc ça se fait par des expériences avec des films de fourmis qui marchent sur des paysages très différents. Ouais. Donc quand on filme une fourmi, il faut traquer sa position à chaque pas de temps. Il faut reconstruire sa position en 3 dimensions parce qu'on n'a pas de caméra 3D. Il faut pouvoir calculer ses variations de vitesse, de réorientation, etc. Et à côté, d'un point de vue physique, une fois qu'on a observé ça expérimentalement, il faut adapter les équations qu'on a déjà de modèles de mouvement à ce qu'on observe du mouvement de ma fourmi pour voir si on retombe sur les mêmes choses. Donc en fait, ma première année, c'était vraiment traitement de données. Je m'en suis pas sortie, c'était très très long. Deuxième année, c'était beaucoup de théorie sur le cadre un peu physique. Mais moi, je suis pas physicienne en fait, donc j'ai dû rattraper un peu mes lacunes dans le sens où j'ai toujours eu une affinité pour les mathématiques, mais il y a quand même des choses de niveau master que j'avais pas assimilées. Donc il a fallu un peu ramer à ce niveau-là. Et là, maintenant, en 3e année, c'est pas de la rédaction, c'est du bordel. Je continue mes stats pour avoir des résultats en éthologie, en comportement animal. En même temps, je pousse les simulations avec les physiciens pour aller le plus loin possible. Et en même temps, j'écris ma thèse. Ok. Voilà. Bon, alors du coup, tu m'as volé ma question suivante. Parce que ma question suivante, Mince. ça allait être le fait qu'en biologie, généralement, on arrête les mathématiques assez tôt, on va dire. Enfin, on s'arrête à peu près à l'exponentielle, si j'ai des bons souvenirs de mes collègues à moi en bio. Et, Ouais. et des équations de mouvement, généralement, on est plutôt sur des équations différentielles ou dérivées partielles. Donc un peu plus compliqué, on va dire. En tout cas... Moi, j'ai fait une prépa. Ah oui, c'est vrai que tu as fait une prépa. J'oubliais. Donc je m'en suis mangée quand même. Oui, c'est vrai.
J'avais des bases solides, mais des bases solides qui m'ont un peu traumatisée. Donc, Hmm, il y avait ce truc de j'ai dû renouer un peu avec la difficulté des mathématiques dans le supérieur, hmm, ce qui a été fait grâce à l'encadrement en physique qui est ultra bienveillante, donc hmm. enfin bienveillant. Donc c'était vraiment chouette. Mais ouais, non, ça va. En fait, enfin, j'ai un parcours en biologie, mais j'ai surtout un parcours en master de modélisation en biologie. Donc en fait, tout ce qui est équation différentielle, on l'a aussi revu en master, donc ça allait. Ok. C'est juste que par rapport à quelqu'un qui est en master de physique Hmm, sur le mouvement des particules et tout, j'étais clairement pas au niveau hmm. Ok. pour cette partie de la thèse. Ok, ok. Alors pour rester un peu sur ta thèse, parce que du coup je suis parfaitement intrigué, euh, les, les fourmis du coup que tu as étudiées, est-ce que tu t'es concentré que sur une seule espèce de fourmi ou est-ce que ça a été un truc un peu varié, général sur fourmis en général? Parce qu'on rappelle que fourmi, ça n'est pas une espèce. Heureusement. On s'est concentré sur une espèce parce elle nous avantageait pour. Parce que. Alors, je vais rentrer un peu dans le technique, je suis désolée. Ça va parler aux physiciens du coup. On utilise pour simuler une fourmi qui se déplace une marche aléatoire sans mémoire. Mhm. Ça veut dire qu'en gros, si on se place à l'échelle de la fourmi, c'est comme si ma fourmi avançait et prenait des décisions en fonction de là où elle se trouve à l'instant T et pas de tout ce qu'elle a vu et fait avant. Mhm. Donc, comme c'est un choix de modélisation, il faut quand on fait des expériences, enfin après on prend ce choix de modélisation en faisant des expériences, mais quand on fait les expériences, il nous faut donc une fourmi qui ne marche pas en faisant intervenir sa mémoire. Et ce qu'on appelle la mémoire de la fourmi, c'est les traces de phéromones. Mhm. Parce qu'en fait, son déplacement n'est plus libre s'il y a une traînée de phéromones. Elle marche du coup le long d'une traînée. Donc nous, on a trouvé une petite espèce de fourmi qui est connue pour ne pas faire de traînée de phéromones quand elle explore l'environnement. Mhm. Elle s'appelle l'Asus niger. C'est la petite fourmi noire basique des jardins, vraiment le petit machin, ça fait 0,5 cm, on en trouve partout en France. Mhm. Donc ça, c'est la petite espèce qu'on a choisie. Et en fait, elle est vraiment, vraiment pratique pour observer son déplacement pur, parce que quand elle est perdue dans un environnement, elle ne fait pas de marquage actif de phéromones. D'accord, ok. Je savais pas que. Bah, j'en apprends, on en apprend. On adore apprendre. Voilà. Ah oui. Blablabla. Ça c'est bon. Est-ce que. Alors, comment s'est déroulée du coup cette thèse avec tes collègues, l'intégration, avec les autres doctorants dans ton laboratoire, etc. Ça s'est bien passé, mal passé, c'était affreux. Enfin, je me doute que tu vas pas dire que tes collègues étaient horribles. Si, Oh, fou, si. Non, de toute façon, je sais pas s'ils tomberont sur cette vidéo un jour, mais après, j'ai toujours été honnête avec eux et quand ils ont fait des trucs un peu abusés, je leur ai toujours dit. Hmm. Mais en vrai, tout se passait, au tout début, tout se passait extrêmement bien, c'est-à-dire on a été très nombreux à être pris en doctorant cette année-là. Donc, on a été un très grand groupe à arriver et on s'est dit qu'on allait tout de suite se souder, donc on a fait des groupes ensemble, on est sortis régulièrement ensemble au début, donc vraiment, trop bonne ambiance, c'était chouette. Mhm. Sauf qu'en fait, on est arrivé dans un laboratoire qui était actuellement, enfin, qui avait pas mal de problèmes entre certains anciens doctorants et leur directeur de thèse ou la direction du labo. Il y avait un peu un climat un peu hostile quand on est arrivé. Et en fait, ce climat hostile nous a un peu retombé dessus et les problèmes des vieux doctorants qui sont graves, hein, on va pas se mentir, mais les problèmes des vieux doctorants qui sont partis nous sont retombés un peu dessus. Mhm. Et d'un côté, bon, il va se passer ce qui se passe dans pas mal de structures. Il y a des collègues qui sortent ensemble et qui créent des histoires d'amour qui se finissent mal, tragiquement, et qui du coup font des petits groupes qui se font un peu la bataille. Hmm. Donc j'ai un peu coupé le contact du coup avec tout ce qui se passait dans le laboratoire parce que moi j'avais un peu autre chose à faire. Ma vie personnelle aussi, il faut que je la mène. J'ai des projets à côté de la thèse qu'il faut que je mène, etc. Donc en fait, quand j'ai vu que ça commençait à partir un peu en n'importe quoi, j'ai coupé contact avec tout ce qui se passait mal. Mhm. Et moi, je me suis dit, je prends le meilleur de tout ce que les collègues ont à me donner. Donc pause café où on rigole, ok. Pause café où on me raconte les problèmes de machin, non c'est bon, hop, Hmm. c'est fini. Donc en fait, j'ai envie de dire, à la fois, honnêtement, c'était pas facile à un moment, parce qu'il y avait vraiment une ambiance pas géniale dans le laboratoire, à cause du groupe de doctorants, à cause des relations qui se passent mal entre certains doctorants et maîtres de thèse. Et d'un autre côté, comme j'étais assez détachée de ça et que, bah, en fait, d'un côté, je m'en fichais un peu, parce que ma recherche, c'est mon expérience à moi seule, bah, du coup, je prenais le meilleur qu'on avait à me donner et le reste, je le prenais pas, donc ça se passait super bien de mon côté. T'as été confronté.
au comportement de mammifères sociaux dans des surfaces de l'espace 3D. Exactement. Alors, bon, on a parlé beaucoup de thèse, mais on n'est pas que pour parler de thèse, parce que la particularité de ton cas, on va dire ça comme ça, c'est que Ouais. tu as eu une grande mobilité, c'est vrai, tu as été en prépa comme Théo aussi, hein, qu'on a eu en octobre, mais c'est que toi, au-delà d'être doctorante, tu es aussi auteur, autrice, pour ceux qui préfèrent la version plus latine du mot. Alors comment est-ce que Mhm. tu... Parce qu'on le sait, enfin on le sait maintenant, on a vu dans les autres interviews, le travail de doctorant c'est un travail gargantuesque pour peser mes mots. Mais toi tu arrives à allier le travail de doctorante et l'écriture de romans. Alors comment est-ce que tu fais ça? Moi, je fonctionne un peu comme dans une entreprise et je sais fonctionner comme dans la recherche quand il faut. C'est-à-dire que certains chercheurs de mon laboratoire diraient dans ce cas-là que je ne suis pas une bonne future chercheuse parce qu'il y a beaucoup de il faut faire ça pour être un bon chercheur, il faut faire ci, Mhm. etc. Il y a beaucoup d'ordre un peu. Moi, je l'ai traité vraiment comme j'ai vraiment ma passion. Je tiens énormément à l'écriture. J'ai vraiment envie de faire carrière dans l'écriture aussi à côté. Quand je rentre chez moi le soir après mon travail, je finis le labo à des horaires assez corrects. Ça dépend, ça varie. Des fois, je suis sur un truc important, donc je reste un peu plus longtemps. Des fois, je sors un peu plus tôt parce que j'ai fini mes tâches de la journée. Quand je rentre chez moi, je coupe tout et je fais pas mal de sport en ce moment pour essayer de me remettre en forme et tout. Donc c'est sport, travail sur le roman et c'est comme ça quasiment tous les soirs. Donc c'est un petit quotidien bien rodé, on va dire. Mhm. Après, le problème de la thèse, c'est qu'il y a des moments de rush. Donc il y a des moments, par exemple, on a une conférence à présenter pour telle ville dans telle semaine. Il faut se mettre sur la préparation de la conférence ou la préparation des cours qu'on va donner à la fac. Et là, du coup, sur mon temps personnel, je suis obligée de préparer ces choses-là Mhm. parce que si je le fais sur mon temps de labo, ça mange un peu du coup l'avancée de ma thèse. Du D'accord. coup, dans ces moments-là, je me retrouve à avoir un peu des moments de... Elle ne dort plus. Si, je dors, Elio. Mais je me retrouve du coup à devoir un peu mettre de côté certaines passions et donc réduire un peu le rythme à ce niveau-là et mettre plus l'accent sur le professionnel. Puis aussi parce que je suis un peu quand même stressée. Et donc quand je dois faire des conférences en anglais ou en français, je ne tolère pas d'avoir au moins fait 10 passages chez moi d'entraînement pour être sûre d'être au top niveau oral. Alors là on le voit aussi, et puis il y a eu une manière de s'exprimer avec les mains. Tu as une certaine discipline. Et cette discipline, elle te vient d'un troisième truc que tu fais en parallèle, parce que apparemment tu les accumules visiblement. On va apprendre qu'elle a dit Obi avant la fin de l'interview. C'est que cette troisième activité, c'est l'activité de réserviste au sein de. Ouais. C'est l'armée de terre, si je dis pas de B. Armée de terre. Armée. Ouais. Heureusement, je me suis pas trompé, hein, j'ai fait me faire engueuler. Non, non, pardon, je ne maîtrise pas mon visage. Si j'avais dit l'armée de l'air, j'aurais eu des problèmes apparemment. Ou la marine, Ah voilà. oui, scandaleux, scandaleux, armée de l'air. L'armée de l'air et de l'espace, on le rappelle. Voilà. Un peu stylé, ça, quand même. Voilà. Alors du coup, bon, t'arrives à concilier la thèse et l'écriture. Et t'arrives à concilier avec tout ça aussi tes missions de réserviste? Alors, au début, oui, les 2 premières années, parce Mhm. que du coup, quand je prenais des vacances chez mes parents, j'en profitais pour faire un petit tour à l'armée. D'accord. Du coup, quand il y avait des missions avec l'armée, ça me forçait à poser des vacances, Mhm. qui n'étaient pas des vacances, vu que je faisais plein de pompes et de squats à l'armée, ce qui est très fatigant. Mais du coup, ouais, ça me forçait en fait à... Parce que le régiment dans lequel je suis réserviste, il se situe chez mes parents à Hyères-les-Palmiers. Mhm. Donc en fait, ça me forçait Enfin, ça me forçait. Oui, ça me forçait à poser des vacances et à revenir voir mes parents, en fait. Ce qui, malheureusement, arrivé en thèse, parfois, il faut faire un peu le choix ok, est-ce que je me prends les vacances de Noël? Et du coup, après, j'ai un copain aussi qui fait une thèse à Rennes. Donc, il faut aussi que je pose des vacances pour aller le voir lui. Mais il y a ma famille qui est aussi de l'autre côté. Donc, il faut que faut que je pose pour aller les voir eux aussi. Et en fait, quand on est pris dans une thèse, souvent, parfois, on ressent pas le besoin de poser des vacances parce qu'on est dans le jus et que ça Mhm. roule tout seul. Du coup, c'est difficile de choisir. Et donc, l'armée, ça me faisait vraiment j'ai envie de dire une pause bienvenue. Mais d'un autre côté, des fois, je sortais de là, j'étais dans un état physique difficile, quoi. Donc, Donc bon, vraiment une pause. nous sommes donc face à la seule personne qui prend ses vacances à l'armée, étonnamment. Je ne sais pas. C'est dit ça. Dit comme ça. Ouais. Autant les vacances à Rennes, ça je maîtrise, ça je connais. Hein, il y a
très joli planétarium à Metz, à Metz, à Rennes, je dis n'importe quoi. J'y suis pas allée, mais Voilà, du coup, je note d'y aller. par exemple. Mais d'accord, donc tu prends tes vacances à l'armée. Euh, Du coup, voilà, il y a les côtés de cette discipline un peu militaire qu'on retrouve pour justement gérer tout ça. Dans l'écriture, parce que alors, je ne suis pas forcément super renseigné, je suis tout à fait désolé, mais il me semble que tu as achevé un roman que tu as auto-édité qui s'appelle Les Soldats de la Nuit. Ouais, Voilà. ça a été une affaire, ça aussi. Et que du coup, alors est-ce que ce roman il a été écrit durant ton temps de thèse et il me semble que tu as aussi rejoint la réserve pour faciliter l'écriture de ce roman. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Exactement. Eh bah, du coup, comment commencer? Ça fait depuis que je suis en prépa que j'ai envie d'écrire une histoire qui me trotte en tête depuis l'adolescence. Mhm. Mais moi, j'ai toujours cru que écrire des livres, c'était un truc inné, que seuls les génies pouvaient faire et Mhm. le commun des mortels n'était pas autorisé à faire Mhm. ce genre de choses. Ce qui est totalement faux, bien sûr. Et donc, du coup, j'avais cette histoire en tête et j'ai commencé à l'écrire. Et donc, dans le premier tome, autant on n'est pas vraiment dans une structure militaire, on est plus dans une histoire d'école où des jeunes apprennent à maîtriser leur pouvoir, etc. Autant dans le tome 2, on est vraiment dans cet univers militaire avec maniement des armes, présence au régiment, etc. Et je ne me voyais pas écrire un roman sans savoir de quoi je parle, en fait. Ça, c'est un truc, je sais pas, j'aime bien pouvoir savoir de quoi je parle. Donc, c'est parce que j'ai mon père qui est dans l'armée. On en avait discuté un petit peu et il m'avait dit tu pourrais t'engager dans l'armée parce que c'est intéressant, il y a plein d'avantages, puis ça te permet aussi de découvrir de nouvelles choses. C'est un peu comme un camp scout en beaucoup plus physique et beaucoup plus. Mais donc, il m'avait proposé ça. Et en fait, à l'époque, normalement, tous les étés, je travaillais dans une structure qui est une boulangerie-pâtisserie sur le bord de la mer, qui pourrait être sympa comme cadre, sauf qu'en fait, je ne veux pas non plus m'attirer des ennuis, mais les patrons étaient honnêtement horribles. Et je me faisais harceler par un serveur sur place. Donc, je me suis dit, franchement, l'armée par rapport à ça, je pense que c'est pas si terrible. Et donc, en prenant un carnet à la main, je me suis engagée en me disant je vais prendre un max d'informations et essayer aussi, parce que j'aime pas être nulle dans ce que je fais, essayer quand même d'être une bonne soldate parce que je tolère pas d'être nulle dans un truc que je commence. Et du coup, je me suis engagée pour ça, ce qui m'a donné plein d'idées, plein d'anecdotes à écrire dans mon roman. Et je pense que c'est ce qui ajoute un petit truc en plus dans ma façon de narrer cette histoire, c'est que c'est vrai en fait dans ce que je raconte. Donc là, j'étais une autrice heureuse en plus parce que toutes les difficultés que j'avais vécues à l'armée, j'ai pu en parler avec un truc en plus. D'accord, donc ça t'a été utile. On retrouve un peu ce côté scientifique au final. Généralement, c'est un truc qu'on retrouve, c'est que les scientifiques ne parlent que des choses qu'ils connaissent et quand ils savent pas, ils disent je sais pas, aucune idée. Ouais. Et du coup, c'est dur d'avouer qu'on sait pas, c'est vraiment dur. Mais c'est un truc de scientifique, généralement, c'est plutôt dans le domaine des sciences qu'on va avoir tendance à dire non, là je sais pas. En fait, c'est parce que je pense qu'on est très confronté à d'autres scientifiques aussi qui ont leur science très avancée. Et donc, dans le doute, on n'a pas envie de se tromper en allant sur le terrain de l'autre et en racontant n'importe quoi en fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a ce recul de quand c'est pas notre sujet, même parfois quand c'est notre sujet à nous, on a ce truc un peu de si on parle à quelqu'un qu'on pense être plus intelligent ou plus spécialiste sur le sujet, on va avoir tendance à ok, mais c'est toi le spécialiste, donc moi je dis ça, mais je suis pas sûre. Ouais. Bien sûr. Mais du coup, voilà, ça a cet avantage que quand on écrira un livre sur l'armée, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'armée. Voilà. Tout le monde fait ça. C'est évident, il me semble voilà. Oui. Après ce petit aparté sur le monde de l'écriture et le monde de l'armée, le monde militaire, du coup, pendant que tu écris des livres, tu as peut-être dû aussi écrire des articles scientifiques. Transition. Bien joué. Ah bah, très belle celle-là. Je commence à être revenu, faut pas croire. Il faut, alors, c'est compliqué. Ça dépend du milieu en biologie, mais en fait, le temps de faire les expérimentations, de les traiter, etc. Souvent, les articles qu'on écrit, on les écrit assez tardivement dans la thèse. D'accord. Ce qui fait que là, actuellement, je suis censée rendre ma thèse en juillet, en espérant que ça ne spoile pas trop une question. Et je n'ai pas d'article scientifique soumis. Enfin,
On est en train d'en écrire 2 simultanément avec mon maître de thèse parce que bah, on s'entraide en fait. C'est aussi le but un peu d'un maître de thèse de rédiger avec son doctorant et de l'accompagner dessus. Oh, Donc on est en train d'en écrire. Tu es en première Oui, pardon. autrice dessus ou tu es en et Ouais. al. Alors pour un, je suis en et al avec mon stagiaire de l'époque parce que c'est lui qui a fait une belle découverte qu'on a poussée à 2. Donc on est tous les deux, enfin j'ai un peu poussé parce que je voulais pas qu'on perde aussi la personne à qui on doit cette belle découverte. Donc le premier, je suis en co-autrice avec du coup mon stagiaire de l'époque. Et le deuxième, je serai autrice toute seule dessus. D'accord. De toute façon, c'est obligatoire quand on veut soutenir une thèse, il faut avoir un papier où on est première autrice ou deuxième autrice. Ok. Voilà. Alors du coup, tu viens de nous le dire, tu devrais soutenir en juillet. Ouais. Enfin, soumettre ma thèse, enfin mon manuscrit en juillet. Ouais. Et ensuite, normalement, on est censé, parce que les grandes vacances, les scientifiques sont pas là. Donc, ils sont pas censés travailler sur le manuscrit envoyé. Ils sont censés travailler sur le manuscrit en septembre. Et normalement, donc, il faut attendre septembre pour qu'ils fassent les reviews, etc. Et à partir d'octobre, je vais avoir le droit de soutenir ma thèse. D'accord. Donc on se reverra en octobre pour la thèse. Voilà, oui. Généralement c'est en public, donc on peut venir en fait. Hein, on peut venir. Exactement. On exactement. sera tous là. Yes. Au cours de cette thèse, c'est quoi les difficultés principales que tu as pu rencontrer? Si là maintenant, on imaginait qu'on avait 10 000 M2 en train de nous regarder, ils sont passionnés par les fourmis, et ils se disent oh, c'est quoi les problèmes qu'on a quand on fait une thèse sur les fourmis alors que c'est génial les fourmis? Les problèmes qu'on a, est-ce qu'on a vraiment des problèmes? Parce que techniquement, quand on n'est pas tout seul et qu'on a de la chance d'avoir, j'ai envie de dire bien choisi, mais c'est pas de la faute des doctorants, parce que des fois on peut pas savoir comment va être une personne, mais quand on a de la chance de bien accrocher avec son encadrement de thèse, généralement les problèmes n'en sont pas parce que tout se résout assez vite. Alors dans une relation, normal d'avoir des hauts et des bas, des moments où je saoule mon maître de thèse, il me saoule, c'est comme ça. Mais non, j'ai pas vraiment eu de problème. Je pense actuellement mon problème principal, c'est qu'on m'a toujours raconté, enfin ça faut faire attention aux anciens qui vous parlent, parce que souvent ils parlent beaucoup des difficultés, mais ils parlent pas énormément de, en fait tout le monde peut y arriver si tout le monde progresse petit à petit. Mais maman m'a toujours dit, la première année de thèse, tu marches main dans la main avec ton directeur de thèse. La deuxième année, vous vous lâchez la main et vous commencez à parler d'égal à égal. Et la troisième année, tu marches devant lui, tu choisis les chemins et tu lui dis, viens, on va par là, c'est intéressant. Donc moi, je m'étais toujours imaginé cette façon de faire là. Et en fait, mon problème à moi, c'est que en deuxième année, j'ai lâché la main de mon directeur de thèse. Donc c'était très cool, j'avais commencé à prendre confiance en moi. Et en troisième année, ma thèse a vraiment viré dans la partie simulation physique. Donc un truc que je maîtrise pas vraiment, parce que c'est pas mon domaine d'études. Et en fait, là, je me suis retrouvée à devoir rattraper la main de mes directeurs de thèse parce que je ne savais plus, je pouvais plus être force de proposition parce que je ne maîtrisais pas ces outils physiques. Ne serait-ce que par exemple là, tu vois, vous voyez tous dans le chat, mais quand on fait des réunions avec les physiciens pour coder un algorithme qui simule des fourmis qui marchent, si on n'est pas tous ensemble en rendez-vous, je ne peux pas avancer sur l'algorithme parce que j'en suis pas capable. Je n'ai pas appris à coder en C, c'est difficile. Et du coup, je pense que ma plus grande difficulté, c'est ma confiance en moi actuellement, parce qu'en troisième année, j'ai l'impression d'être aussi qualifiée qu'un stagiaire de master ou de licence, quoi. D'accord. Donc j'ai très peu confiance en moi et j'ai l'impression qu'ils ont fait un mauvais choix en me choisissant moi parce que je suis pas assez intelligente, parce que machin, les doutes, quoi. Tu nous fais un syndrome de l'imposteur. Visiblement. Mais bon, te connaissant, tu iras sûrement faire un stage dans une entreprise d'informatique, tu seras spécialiste en C. Oui, puis après j'irai faire un stage aussi pour casser la figure du syndrome de l'imposteur. La prochaine interview sera Perrine en thèse de psycho. Elle va faire des thèses dans toutes les filières. C'est ça. Partout. Puis à la fin, elle aura le doctorat avec un L et un D majuscule. C'est une très bonne idée, ça me donne très envie de le faire. Mais je comprends tout à fait. Mon rêve, étudiant professionnel, mais ça n'existe pas malheureusement. Alors du coup, au cours de ta thèse, comme tous les doctorants, tu as sûrement eu des missions annexes qui sont pas uniquement la recherche, hein, tu l'as un peu dit au début, tu as dû faire de l'enseignement, tu as encadré un stagiaire. Comment ça s'est passé du coup? Tu as eu beaucoup de cours, alors tu as donné plutôt des cours, tu as plutôt fait des TD, tu as plutôt donné des conférences, est-ce que tu as eu beaucoup de déplacements à l'étranger, surtout en France? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, pour les conférences, je
j'en ai fait un certain nombre, je crois, moins d'une petite dizaine. Mhm. C'est moi qui ai un peu mis, enfin un peu freiné mon directeur de thèse qui voulait m'envoyer à l'étranger un peu partout faire des conférences parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis un peu timide quand même. Et surtout, parler en anglais devant plein de personnes, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Mhm. J'ai peur de me ridiculiser, etc. J'ai peur d'avoir un accent ridicule, alors que franchement, quand on compare à certains chercheurs, il n'y a pas de raison d'avoir peur, hein, du tout. Mais bon, le fait est que ça me stresse énormément de parler en anglais devant plein de gens. Donc c'est moi qui freine un peu sur les conférences. Après, du coup, pour tout ce qui est enseignement et tout, moi j'ai eu la chance d'enseigner dans des matières que j'avais apprises à la fac, Mhm. parce que je suis dans le même campus que là où j'ai fait toutes mes études. Mhm. Et donc, j'ai plutôt donné des cours de... C'est pas courant parce que généralement, les doctorants, ils donnent des cours dans leur domaine de doctorat. Mhm. Donc moi, j'aurais dû donner des cours plutôt en éthologie, comportement animal, etc. Et en fait, j'ai candidaté à un autre parcours pour faire des cours de maths en biologie. Parce que j'avais très envie de montrer en fait que les maths, c'est accessible à tout le monde Mhm. si on a quelqu'un qui sait nous expliquer les maths et en fait réussir à s'enlever un peu ce truc de je suis en bio donc je suis nulle en maths. Mhm. Non, si tu pars comme ça, tu vas forcément avoir un blocage. Les maths, c'est facile entre guillemets si on t'apprend à bien parler les maths. Mhm. Donc j'ai donné des TD surtout. Alors c'est souvent des TD pendant une semaine, j'ai je sais pas 7-8 cours. Donc 7-8 fois 2 heures de cours. Mhm. Et c'est tous les élèves de la promo qui passent en petits groupes de TD. Et là, je fais des exercices au tableau où je leur explique comment on fait pour résoudre les énigmes. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que tu dirais que ton expérience dans ta thèse, où tu as été confronté à un niveau mathématique pas forcément sur lequel tu t'attendais, ça t'a aidé à leur dire, mais vous savez, là je suis en thèse de machin, et les maths, je m'en bouffe 3 fois par semaine, donc déconnez pas les gars. Ça m'a surtout aidé à les faire déculpabiliser de pas forcément être très bon en maths. Mhm. C'est pas grave, on n'est pas un mauvais chercheur si on est mauvais en maths. On peut très bien être chercheur dans telle filière et en fait avoir des collaborateurs ingénieurs qui savent parler les maths et qui font les maths avec nous. Donc c'est pas grave du tout. Et surtout, moi en fait, là où ça m'a énormément aidé, c'est que en apprenant mieux et en progressant beaucoup sur Mhm. les maths, la physique, hein, tout, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus capable, enfin mieux capable, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais j'arrivais mieux à donner des cours en fait. J'arrivais mieux à expliquer les choses, expliquer que derrière chaque équation, en fait, il y a des phrases. Mhm. Une équation, c'est une phrase qui veut dire quelque chose, Mhm. surtout en biologie en fait. Donc j'arrivais mieux à expliquer ça et en fait, je me dis, c'est dommage limite que dès la première année, j'ai pas été, parce que malheureusement, j'ai pas été formée à donner des cours. On m'a balancé les corrigés, on m'a dit, bah, fais ton cours, Mhm. sans savoir si je maîtrisais les choses ou pas. Mhm. Ils avaient de la chance, je les maîtrisais. Donc en fait, je me dis, c'est dommage que j'ai pas été mieux formée pour ça parce que j'aurais pu donner des cours d'une meilleure qualité dès le début. D'accord, ok. On sent qu'il y a une petite passion pour l'enseignement qui, Ah mais c'est trop bien. qui est Puis présente. les élèves, généralement, quand on est un peu ferme avec eux, mais qu'on leur permet aussi un peu parfois de rigoler, parce qu'en classe, c'est aussi important que ce soit pas non plus trop carré et trop, parce que sinon c'est là où ils s'endorment. En fait, après, ça crée des liens avec les élèves, il nous faut confiance, il y Mhm. a un respect qui s'installe. C'est une anecdote comme ça, mais à un moment dans un amphi, il y avait énormément de bruit avant un partiel. Mhm. Il y a les chercheurs qui crient pour demander le silence, personne se tait. Et d'un coup, moi du coup, je crie en mode on va se taire maintenant, ça va commencer. Et tous les élèves que j'avais eu en cours, ils se sont tous tus. Et là, en fait, j'ai senti un peu le respect qu'ils avaient pour moi et ça m'a fait énormément plaisir. Mhm. C'est très chouette, vraiment. Ouais. Donc tu vois, tu penses que tu n'as pas choisi pour la suite, mais le choix est peut-être déjà en train de se faire tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais je sais pas si faire de l'enseignement toute la journée, toute l'année, Mhm. ça me plairait. Parce que j'aimais bien les voir de temps en temps. Mhm. Mais en plus, souvent, on nous permet pas de faire de l'enseignement à la fac, on nous permet de faire de l'enseignement en collège-lycée. Collège-lycée, enfin, c'est pas facile de tenir les élèves toute la journée. Des fois, c'est plus Mhm. compliqué, on est fatigué et tout. Donc, j'appréhende un peu ça, moi. Alors, pour ça, il y a deux options. L'option 1, c'est de passer l'agrégation. Parce que là, du coup, généralement, on a des élèves en prépa. Ou sinon, il faut avoir la dérogation pour pouvoir enseigner à l'université sans avoir soi-même, sans être soi-même un enseignant-chercheur. Ou alors, il faut être Ouais, enseignant-chercheur. ouais, au maître de conf, ouais. Mais voilà. Bon, alors, on a déjà un peu parlé au début. Là, tu arrives sur la fin de ta thèse. Après la thèse, bah, qu'est-ce qu'il y a après? C'est le post. Et après le doctorat, du coup, c'est le postdoc. Le nom de la chaîne, on rappelle. Quoi de neuf? Postdoc. Voilà, tout est lié.
Ouais, Euh, incroyable. Est-ce que tu as déjà reçu des propositions de contrats post-doctoraux ou pas encore? Ou t'as même pas cherché et c'est pas du tout dans tes préoccupations actuelles? Moi, on commence à me connaître maintenant, hein. Mais c'est la technique de l'autruche. Donc, quand il y a un truc qui me stresse et qu'on arrive à la fin de quelque chose, hop, on met la tête dans le trou et on la relèvera au dernier moment. Surtout que j'ai beaucoup vu comment ça se passait à la fin, en tout cas dans ma filière, Mhm. la fin de la thèse se passe généralement les nouveaux docteurs se prennent 2-3 mois de vacances, chômage pour se poser, chercher un postdoc, parce que la fin de la thèse est tellement mouvementée qu'ils n'ont pas vraiment le temps d'y Mhm. penser. Donc là, j'ai un ami postdoc qui m'a déjà envoyé des offres en me disant tiens, regarde, ça a l'air intéressant et tout. Mais je trouve que c'est un peu tôt de se projeter parce que je me dis, imagine, j'ai un problème, ma thèse, je la rends pas en juillet, je la rends finalement en Mhm. septembre, octobre. En fait, ça décale ma soutenance. Et donc, tant que j'ai pas soutenu, je suis pas docteur, donc j'ai pas le droit d'être en postdoc, etc. Donc, je trouve ça très tôt de s'en soucier. Et en plus, ça m'arrange parce que honnêtement, ça me stresse. Mhm. J'aime pas ces périodes de doute où tu as plein de portes ouvertes, ou fermées même d'ailleurs, et que tu sais pas où tu vas aller, ça me stresse beaucoup. Ok, je comprends, je comprends. Alors, maintenant, mes questions à moi sont globalement finies. Il est 15h46, donc on tient bien le, le chrono. Et du coup, Parfait. si mes questions à moi sont finies, peut-être que notre chat bien aimé a lui aussi des questions. Et donc, j'ouvre les questions au chat maintenant. Écrivez des questions, vous êtes obligés d'écrire des questions. Ah, c'est une menace, c'est l'armée ici, ok? Voilà, c'est Écrivez ça. des questions. Regardez, je suis en vert. Je suis en vert kaki. C'est la preuve. Je vais chercher mon béret. C'est ça. Et là, du coup, c'est le moment assez affreux où il faut qu'on meuble le temps qu'ils écrivent les questions. Voilà. Est-ce que tu veux que je me crée un faux compte et que je me pose des questions à moi-même? Question aux conséquences, exactement. Alors, Ah, on a Sarah underscore Abs. ABS, ouais, Abs, C'est qui. Sarah Abbassi, autrice Hachette. Ah là là, mais- Voilà, je fais sa promo. Ouah, Elle a sorti un livre il y a pas on longtemps. connaît tout le monde, c'est génial, c'est génial. Est-ce Merci. que. Alors, Sarah nous demande, c'est à propos de quoi ton roman? De quoi ça parle? Les soldats de la nuit. Eh bien, c'est bien qu'elle pose la question parce qu'elle le sait en plus. Mais c'est chouette, elle meuble du coup le C'est silence. bien, merci Sarah, c'est Euh, très mon... agréable. Mon roman, ça parle d'une jeune fille qui veut renouer contact avec son grand frère, qui lui parle plus et qui lui adresse plus la parole depuis des années. Et donc, comme ce grand frère est devenu un soldat de la nuit, elle va s'inscrire, parce qu'il faut faire une prépa avant de devenir soldat de la nuit, elle va s'inscrire dans une prépa pour passer le concours des soldats de la nuit, qui est très difficile, et ensuite devenir soldat de la nuit. Sachant qu'un soldat de la nuit, c'est quoi? C'est un soldat qui se bat contre des créatures, parce qu'on se trouve en France des centaines d'années plus tard. Il y a un virus qui transforme les humains en créatures très intelligentes et qui courent très vite. Et donc, ce sont des créatures qui sortent qu'à la nuit tombée. Et donc, ce sont des soldats qui sont spécialisés de la nuit pour combattre les créatures qui dévorent, bien sûr, les êtres humains. Êtres humains qui se sont cachés sous des dômes qui se referment à la nuit tombée. Et donc, petite anecdote assez sympathique. Bon, déjà, c'est très inspiré de mon parcours à l'armée. Et surtout, les éthers, qui sont les créatures, sont très inspirés des fourmis. Ça, il faut lire le tome 2 pour comprendre pourquoi. Mais ces éthers, leur intelligence collective ou solitaire, je ne spoil pas, c'est très inspiré du fonctionnement des fourmis. Donc on a une jeune fille qui fait une prépa pour rejoindre, qui C'est ensuite fou, rejoint l'armée et elle affronte c'est des genres fou. de fourmis. C'est bizarre tout ça. Et, Incroyable. On dirait... et Sarah, voilà, elle adore les questions. Elle nous demande si tu avais pu faire une thèse sur un autre sujet. Est-ce que tu as une idée du sujet que tu aurais aimé étudier? Waouh, Ah ouais. c'est dur. Ah ouais. Si ça n'avait pas été le comportement des fourmis, ça aurait été quoi? Les termites? Les abeilles? Les guêpes? Ah, les abeilles. Mais en fait, le problème des abeilles, c'est que c'est super intéressant, Mhm. mais que c'est extrêmement étudié par beaucoup de gens très talentueux. Et je pense que mon syndrome de l'imposteur aurait vraiment pris un trop gros coup dedans. Mais par contre, en fait, la question de Sarah est super intéressante parce que c'est si tu avais voulu faire une thèse sur un autre sujet, mais à la base, je voulais pas faire de thèse. J'avais peur des thèses. Donc en fait, la question s'est pas posée, c'est parce que c'était ce sujet-là Mhm. sur les fourmis et que Mhm. ça avait l'air chouette que j'ai choisi de faire une thèse. Après, maintenant, avec le recul, si je peux prendre une autre thèse que la mienne, je pense que je piquerai celle de mon... Mais après, ça reste sur les fourmis, du coup.
mais je piquerai celle de mon collègue qui a déjà soutenu, qui s'appelle Jordan Drapin. Mhm. Lui, il a fait une thèse où en fait, il a fait des scans de fourmis. Alors, je pourrais pas en parler vraiment. Mais en fait, lui, il a scanné des muscles de fourmis pour voir comment et quelle force était appliquée par le mouvement des pattes des fourmis sur la porte de charge lourde, etc. Et en fait, lui, du coup, il a carrément étudié l'anatomie de la fourmi. Mais on se rend compte qu'une fourmi, c'est vraiment tout petit. Lui, il a réussi à faire comme nous quand on fait des scans de l'intérieur de notre corps. Mhm. Il a réussi à avoir des scans où on voit le tube digestif de la fourmi, on voit ses structures qui ressemblent un peu à un squelette et tout. C'est trop intéressant. Alors, avant de prendre la question de manissage, j'en profite pour dire que j'avais un truc, enfin ça m'a fait penser à ça, c'est qu'une araignée quand elle meurt, en fait, vu qu'elle meurt, elle peut plus exercer la pression qui lui permet la caméra là, de bouger ses pattes, et du coup c'est pour ça qu'elle se referme. Et j'ai vu des gens, ils ont réussi à faire un truc du genre, ils remettent la pression dedans, du coup l'araignée elle s'ouvre, et ils ont créé des genres de pinces, comme les pinces pour attraper les peluches là, mais Ah. avec une araignée morte comme ça. Et en tant qu'arachnophobe, je tiens à dire que je suis terrifié par l'idée que Ouais, l'araignée morte qui. Bref. tu veux pas le cadeau après. C'est dessus. Ah Non, ouais, je touche pas. ah non, non. Donc Manissage, voilà, Manissage qui parle sur le chat pour la première fois. Est-ce que ton sujet sert à quelque chose ou est-ce que c'est purement fondamental pour l'instant? Ça, c'est une question à la fois très méchante et très gentille. Alors, bon, je dis pas que du tout est méchant ou gentil ou méchante ou gentil, mais en fait, c'est une question qui, en tant que scientifique, il faut qu'on se prépare à la voir, à se la prendre tout le temps. Par exemple, quand j'ai passé mon concours, le doctorant qui m'a formé, donc qui était mon encadrant de stage, m'a dit il faut que tu coules ton bateau avant qu'on te coule pendant l'oral du concours. En gros, quand on pose la question, surtout quand on étudie des fourmis, surtout le déplacement des fourmis, on peut se dire mais quel intérêt pour l'être humain, franchement, par rapport aux gens qui font des thèses géniales sur Alzheimer, sur la reconnaissance des souris pour voir comment on peut guérir ça, etc. Je parle de ça parce que j'ai une collègue qui travaille sur ça, c'est trop intéressant. On peut se demander vraiment à quoi tu sers toi avec ta thèse sur les fourmis. Alors du coup, je vais couler mon bateau avant que Manissage me coule. Alors, ça sert à rien dans le sens où c'est de la recherche fondamentale sur le fait d'en connaître plus sur cette espèce de fourmi. Et surtout, comme j'en ai parlé au tout début de cette interview, on essaie surtout d'adapter des outils des physiciens qui simulent de manière ultra efficace plein de particules partout qui se déplacent. Donc ça, ces algorithmes-là qu'on appelle collision nulle, si ça vous intéresse, on essaie de les adapter à mes fourmis parce que avec nos moyens actuels, on ne peut pas, c'est impossible, c'est impossible. Ça prend des mois ou des années de simulation, de simuler une colonie entière avec chaque fourmi qui avance à chaque pas de temps, etc. C'est trop, ça mange trop d'énergie. Donc en fait, avec ces algorithmes-là, on serait capable de ça. Sauf que pour en être capable, il faut commencer à déblayer le terrain, commencer à faire des études pour commencer à créer le modèle, etc. Et après, à quoi ça peut servir du coup? C'est que les insectes sociaux, notamment, c'est pour les humains très intéressant. Par exemple, je crois qu'il y a, alors je ne sais plus dans quel pays, je suis désolée, il y a un immeuble qui a été construit comme les termites construisent leur termitière. Parce que les termites sont des ingénieurs incroyables. Ils ont une façon de construire leur termitière, enfin leur nid, qui permet l'évacuation des eaux, le passage de courants d'air, si je peux appeler ça, en fait, pour refroidir, alimenter en air la colonie entière. Donc c'est extrêmement intéressant. Et donc ça a servi à l'humain puisqu'ils ont construit sous ce schéma-là un appartement. Il y a aussi tout ce qui est déplacement. Il me semble que pour les lignes téléphoniques, on s'est inspiré des déplacements des fourmis. Parce qu'il faut le savoir, les fourmis, ça ne crée pas d'embouteillage. On a beau avoir une très forte densité d'individus qui marchent, il n'y a jamais d'embouteillage de fourmis. C'est toujours en continu des marches le long d'une piste de phéromones. Donc c'est comme si on était sur l'autoroute, mais qu'il n'y avait jamais d'embouteillage. Donc en fait, on peut s'inspirer du comportement des fourmis pour améliorer nos lignes de transport, améliorer nos lignes de métro, etc. etc. En même temps, Porter de manière plus collective. on va pas se mentir. J'ai jamais vu une fourmi qui avait une Porsche qui s'est dit tiens, je pourrais rouler à 150 sur l'autoroute. Oui, Hein? oui, bah déjà elle peut pas. Voilà. Elle peut pas. Oui, mais elles ont quand même une façon de communiquer sans communiquer parce qu'elles communiquent à travers des phéromones et du contact antennaire ou d'autres choses qui leur permettent de ne pas faire d'embouteillage, ce qui est assez fort quand même. Et j'en profite pour. Alors, Manissage nous dit que Kiel fait une thèse en sciences fondamentales, voilà. Je sais pas. Donc je dis Yel pour ça englobe Ouais, les deux. très bien. Mais pour ceux qui nous écouteraient maintenant ou plus tard, lorsque l'électron a été découvert,
c'était de la recherche fondamentale. Et aujourd'hui, l'électron, c'est la particule qui est le fondement même de la totalité de l'informatique mondiale. Sans électrons, on ne serait pas en train de faire ce qu'on est en train de faire là tout de suite. Donc, Mm. la recherche fondamentale, elle est nécessaire parce que peut-être que dans 20 ans, eh ben, on se dira ah, mais c'est ce moment-là qui nous a permis de faire un truc appliqué. Mm. Euh, Pardon, je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bob Razowski, ça me fait très rire, c'est très drôle, Bob Razowski comme nom. Et ben maintenant que tu lis le nom, effectivement, du coup, je vois Ouais, d'où ça vient. ouais, c'est Bob Stylé. Razowski. Ouais. En plus, ouais, Sarah, qui adore les questions, apparemment, elle va prendre ma place. visiblement. Elle adore Euh, les fourmis. c'est est-ce que tu t'es toujours destiné à des études dans la biologie ou il y a un moment dans ta vie, t'avais d'autres envies? Alors, j'ai toujours été très très bonne en biologie. En fait, c'est terrible, mais je trouve la façon dont on a de vivre le lycée et le collège, généralement, on s'oriente dans nos études supérieures, dans les filières, enfin dans les matières dans Ouais. lesquelles on est les meilleurs. Mhm. Parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, ce qui est dommage, parce qu'on n'est pas censé être bon que dans une matière, on peut être bon dans plein de matières. Mhm. Ça dépend beaucoup des profs qu'on a, hein. Donc en fait, moi, je me suis toujours imaginée dans la biologie. Au début, je voulais faire comme ma grande sœur, parce que ma grande sœur, elle est partie en études de santé. Mhm. Donc moi, je me suis dit, ah, comme ma grande sœur, je vais faire médecin aussi, je vais faire... Sauf qu'en fait, franchement, le concours pour rentrer dans la médecine, ça, franchement, ça donne pas envie. C'est de l'esclavagisme, je trouve. C'est dur. Donc ça me donnait pas du tout envie. D'où le fait que je suis partie plutôt en prépa, qui en fait donne pas envie non plus, mine de rien. Mais ouais, non, je me suis toujours imaginée dans la biologie. Après, dans quelle biologie, j'en avais aucune idée. J'aimais bien les animaux, donc pourquoi pas. Et maintenant que je me pose un peu et que j'ai mes choix un peu d'adulte et que j'ai tenté plein de filières différentes et plein de trucs différents, je pense que j'ai quand même un affect, un truc pour la biologie. Voilà, c'est mon domaine de spécialité. Je Mhm. peux raconter plein de trucs. En plus, je vois que ça passionne les gens, donc je suis trop contente. Mais j'ai vraiment une passion extrêmement forte pour l'écriture, pour le fait de raconter des histoires, d'enseigner aussi. Et en fait, je me rends compte que peu importe si je continue en biologie, si je pars plutôt écrire des livres ou si je pars enseigner, je serai heureuse dans les trois trucs. Et je pense qu'à ce niveau-là, j'ai une chance phénoménale, c'est que je sais que je suis heureuse dans probablement trois choix de carrière différents. Donc c'est très chouette. Tout à fait. On en profite pour rappeler que les livres avec les fourmis géantes, ça a déjà été fait. Mince! C'était mon prochain roman. Ouais, ouais. Moi j'avais une question que ça m'était venu parce qu'on a parlé des abeilles et t'as dit que c'était les abeilles hein, pour les raisons qu'on connaît, hein, le fait que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de fruits, blablabla, c'est la fin du monde, etc. Partout. T'as dit du coup qu'elles étaient très étudiées. Là t'as entamé, enfin t'as entamé l'étude des fourmis. T'as rejoint le mouvement de l'étude des fourmis. Euh, Est-ce que il y a des parallèles qui peuvent être faits. Est-ce que par exemple tu avais fait de la bibliographie sur les abeilles et ça t'a aidé sur les fourmis, le côté insecte social, même si c'est quand même des branches assez. Voilà. Parce qu'il me semble qu'un jour quelqu'un m'a dit que les guêpes en fait c'est des fourmis qui ont gardé leurs ailes, un truc comme ça. Et je suis en mode, ah bon, d'accord. Ouais, alors je veux plus dire de bêtises parce que ça fait très longtemps. On a dû apprendre l'arbre du vivant quand j'étais en licence. Mhm. Et en fait, quand tu regardes sur l'arbre, mais encore une fois, peut-être que quelqu'un va me reprendre parce que je suis plus sûre de ce que je dis. Mais il me semble que dans l'arbre du vivant, les fourmis sont les cousines, donc sur la branche au-dessus des guêpes, D'accord. ou carrément dans la branche des guêpes, en fait, je sais plus. Mais en fait, il me semble que le caractère commun à ça, c'est vraiment la taille très fine Mhm. qui fait qu'en fait, ce sont des fourmis ailées, en fait, les guêpes, et qui piquent, du coup. Mais elles sont très cousines aussi. Du coup, je sais plus ce que c'était la question, je suis désolée. C'était les parallèles entre les fourmis et les abeilles. Ah, bah oui, parce qu'en fait, les fourmis et les abeilles, c'est la grande famille des insectes sociaux. Mhm. Et dans les insectes sociaux, il y a pas grand monde, mine de rien. Termites, fourmis, abeilles, bourdons, guêpes. Encore qu'il y a des versions solitaires de chaque chose. Mhm. Il y a aussi les blattes. Donc en fait, c'est une famille un peu fermée, Mhm. toutes ces grosses colonies qui fonctionnent avec une reine, plusieurs reines, etc. Donc en fait, tous les comportements que l'un va avoir peut être appliqué aux autres. Après, il y a aussi les particularités de chacun. Une fourmi, ça marche, une abeille, ça vole. Une abeille, ça fait la petite waggle dance pour pouvoir montrer où est-ce qu'il y a de la nourriture là-bas. La fourmi, ça communique plutôt avec des traces de phéromones. Donc ça reste similaire et différent à la fois. Je sais que je me suis intéressée un peu aux bourdons, c'était plutôt sur les bourdons l'étude, Mhm. parce que il y avait une façon de simuler le vol du bourdon qui s'apparentait un peu aux équations que j'avais pour les fourmis.
Donc ça reste quand même assez lié et en même temps assez différent parce qu'il y a l'originalité de chaque espèce, quoi. Mais Hmm. même entre fourmis, hein. Entre fourmis, c'est incroyable à quel point on ne peut pas étudier toutes les espèces de la même manière. Il y a des études qui ont montré qu'il y a des fourmis du désert qui comptent leur nombre de pas Mhm. pour rentrer au nid. Mhm. Il y en a d'autres qui ont un genre de vecteur dans la tête qui pointe en permanence vers le nid. Enfin, c'est l'image qu'on en fait. Mhm. Il y en a d'autres qui sont incapables de retrouver s'il n'y a pas une piste de phéromones. Enfin, toutes les fourmis fonctionnent pas pareil. C'est génial. La myrmicologie, on sent que ça te passionne. Ben, Euh, c'est fou parce qu'au début pas, mais c'est vrai que là en fait plus on en apprend, plus c'est fort les fourmis, hein. et là j'ai une question, alors là ça devient un peu, c'est un peu plus, on va dire technique, mais c'est venu comme ça. Euh, Est-ce que sur une simulation de déplacement de fourmis, on peut pas simuler le déplacement d'une fourmi qui suivrait une piste de phéromones en la comparant à une particule chargée dans un milieu qui lui-même du coup est chargé de la charge opposée? Parce que une particule qui est chargée négativement, elle va être attirée par une particule qui est chargée positivement. Et du coup, on pourrait. Enfin, c'est une question que. Si on imagine un chemin je sais pas, de protons, bah, spontanément, les électrons ils vont suivre forcément ce Ouais. chemin. Ou s'il y a un champ magnétique, ils vont suivre le sens du champ. Et du coup, est-ce que c'est pas un truc. Est-ce qu'il n'y a pas un paramètre électromagnétique à comparer? Enfin, voilà. Pour le postdoc, Alors j'offre l'idée. ouais, c'est génial. Franchement, limite, je pourrais la noter et poser la question aux chercheurs physiciens qui pourraient faire le parallèle. Je sais Je pas. pense que c'est difficile parce que, après, je sais pas si en termes de charge, tu peux être plus chargé, moins chargé. Mhm. Mais en fait, le problème des pistes de phéromones, c'est que c'est constamment alimenté de phéromones quand il y a besoin. Et il y a aussi de l'évaporation des phéromones quand il n'y a plus besoin. Le problème des fourmis, ce qui est génial, mais le problème des fourmis, c'est qu'elles ont un cerveau. Mhm. Donc en fait, il y a de plus en plus des études qui portent sur la personnalité des insectes, parce que c'est vraiment ça, c'est un truc que j'essaie de dire à plein de gens, c'est qu'un insecte, on a tendance à les écraser parce que qu'est-ce que fait une araignée chez moi? Mais en fait, un insecte, c'est un genre de petit mammifère. C'est-à-dire que quand vous regardez l'intérieur d'un insecte, vous avez certes le sang qui n'est pas de la même couleur, d'ailleurs, c'est pas du sang, c'est de l'hémolymphe, mais vous avez du coup l'intérieur de l'insecte, il y a parfois des cœurs, il y a des systèmes digestifs, il y a des structures qui ressemblent, sont pas des os, mais qui peuvent ressembler à la structure qu'on pourrait avoir pour les os. Mhm. Donc en fait, c'est vraiment un petit truc très complexe qui a été créé par la nature, mine de rien, pourrait être assez proche d'un mammifère. Mhm. Donc, ouais, je sais pas si j'ai répondu à la question, parce que je me perds dans ce que je dis. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Mais ah oui, la façon de simuler, Mm. si ça peut être intéressant que je pose la question, mais ça me paraît, enfin, il y a pas mal d'études qui portent sur le déplacement le long de pistes de phéromones et mine de rien, même si ça a l'air d'être lié à mon sujet, c'est quand même très peu lié à mon sujet. Je sais pas si Oui, tu oui, vois oui, le. je vois, je vois. Mais c'est parce que du coup, ça m'a travaillé en tête cette histoire de comment est-ce qu'une particule pourrait être guidée le long d'un chemin et où tu as la charge qui va la guider, ou alors tu peux avoir des particules chargées électriquement piégées sur une ligne de champ magnétique, comme dans un plasma du coup. Parce qu'on on en parlait avant, quand on préparait l'interview, on parlait justement de plasma. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait Mm. pas un moyen de faire ces simulations avec des équations déjà existantes? Euh, On pourrait. je On sais, pourrait. je sais pas. Voilà, je balance des idées juste. Manissage nous demande est-ce qu'il y a une dimension éthique dans ta thèse par rapport au fait de travailler avec des animaux? Parce que mine de rien, même si effectivement c'est pas des mammifères et qu'on les trouve pas attendrissants comme une vache qui serait nettoyée et séchée, bah ça reste des formes de vie qu'il faut manier avec précaution. Exactement. Alors, je sais que du coup, dans mon laboratoire, on travaille avec plein d'espèces animales, des araignées, enfin des insectes du coup, mais aussi il y en a qui travaillent sur les souris beaucoup. Pour les souris, enfin pour les mammifères du moins, c'est extrêmement réglementé. On ne fait pas n'importe quoi avec des mammifères. Il faut passer des qualifications. Moi, je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui le savent, mais vraiment, c'est des trucs. Il faut que le projet soit posé, qu'on décrive bien tout ce qu'on va faire aux souris, que ce soit pas de la torture inutile, que aussi elles aient de quoi s'occuper dans la cage quand elles restent dans la cage entre des expériences, etc. Donc c'est assez cadré quand même si bon bah ça reste des expériences, hein. Pour les insectes, c'est pas encore le cas, ça arrive petit à petit, c'est qu'on n'a pas de comité d'éthique de l'insecte parce que justement les études sur la personnalité des insectes, elle est pas encore menée. Il n'y a pas encore de trucs qui prouvent que des insectes ont une personnalité, même si on a remarqué dans certaines études qu'il y avait des fourmis plus flemmardes que d'autres, par exemple. Mais ouais, on se doute bien de toute façon qu'un organisme qui ressent de la douleur et qui est aussi complexe qu'une fourmilière, ça potentiellement peut avoir
une question de bien-être, etc. Donc non, on n'a pas de comité d'éthique. Par contre, quand on soumet le projet de thèse au concours et qu'on passe le concours, il y a une présentation un peu de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'espèce vivante sur laquelle on va travailler, qu'est-ce qu'on compte faire, est-ce que ça va être des expériences cruelles, genre par exemple il y a quelques années où ils ont coupé les pattes des fourmis, où ils ont rallongé les pattes des fourmis pour voir si elles couraient plus vite, enfin si elles comptaient leur nombre de pas, c'est comme ça qu'on a su en fait. Donc ça pour le coup c'est un peu cruel comme expérience. Moi en l'occurrence mes fourmis, il y a aussi cette dimension de j'aime pas être cruelle envers des animaux, insectes, animaux confondus. Et du coup, j'en prends vraiment soin. Quand je manipule mes fourmis, je les manipule avec des cure-dents pour les prélever doucement, etc. Quand je les fais marcher, je les pose juste sur une arène, elles marchent, elles font ce qu'elles ont à faire. Une fois qu'elles ont fini, je les reprélève tout doucement et je les remets avec les copines. Enfin, je les remets à côté en attendant de finir mes expériences. Après, je les remets avec leurs copines. Donc en fait, je ne tue aucune fourmi, je ne blesse aucune fourmi. Vraiment, je ne travaille qu'avec elles, on va dire, juste pour les regarder marcher. Donc après, c'est propre à chaque expérimentateur. Moi, je sais que j'ai à cœur un peu le bien-être de mes colonies, donc j'ai pas envie de devoir tuer des fourmis ou de devoir, je sais pas, si j'ai besoin de les rendre aveugles, de devoir leur fioter les yeux, par exemple. Ça, c'est... je pense qu'en tant que scientifique, ça me poserait problème, honnêtement, de devoir faire ce genre de recherche-là. D'accord, c'est bien, c'est très bien. Voilà. De toute façon, tu pouvais pas dire ah non, non, je m'en fiche, moi je les écrase, je prends Ah une ouais, loupe, là, je toujours. prends une loupe et puis. Euh, Il y a Naruru 999 qui parle aussi pour la première fois. On a beaucoup de premières fois aujourd'hui. Ah, il y a Être. du monde, hein, Ah, coucou tout le monde. attention. Être autrice de romans aide pour la réaction de la thèse. Ouais, alors en fait, ça aide parce que je suis consciente de ma capacité de rédaction et de travail. Donc c'est génial parce que je sais en fait à quel point je peux souffrir en écrivant tant de temps d'affilée. Par contre, ça n'aide pas dans le sens où, enfin, ça va être dur de dire ça parce que j'ai envie de dire, écrire un roman, c'est facile dans le sens où mes personnages font des choses ensemble. Donc en fait, il faut se laisser guider un peu par l'action et après, il faut retravailler le texte pour qu'il soit tout beau. Le problème de la thèse, c'est que c'est un récit qui doit être structuré. Alors, ce qui est bien dans une thèse, c'est qu'on peut se permettre d'adopter plusieurs tons. On peut parfois parler avec notre originalité, donc vraiment mettre sa patte dans le texte. C'est pas comme un article où il faut que ce soit genre carré. Dans une thèse, c'est plus libre. Par contre, là, j'ai jamais fait face au syndrome de la page blanche quand j'écris mes romans. Mais alors, avec la thèse, c'est horrible. Des fois, j'arrive face à la page blanche et je me dis, il faut que je parle de mon modèle scientifique. Mais je sais pas par quoi commencer. Il y a trop de trucs dans ma tête de 3 ans qui se mélangent et tout. Donc, en fait, la thèse, je pense, la bonne façon de l'aborder, c'est de vraiment essayer de faire un plan le plus détaillé possible, se mettre tous les points qu'on veut aborder puis en plus, c'est des points qui bougent partout. On les met dans l'intro, on les remet en bas, dans les chapitres et tout. Franchement, écrire une thèse, actuellement, comme je viens de la commencer, j'ai l'impression que je vais devoir gravir une montagne et c'est pas facile. Alors que les romans, j'en ai déjà écrit 2. Bon, Ça, j'ai un peu l'habitude. tu maîtrises. Enfin, je maîtrise. C'est toujours un challenge en soi d'écrire un roman, mais on va dire que je suis plus sereine parce que je sais que je peux y arriver, je sais que j'en suis capable. Vraiment, c'est plus facile, on va dire. Il y a Elio Ballo, on se demande qui c'est, On se demande. qui nous dit que tu es aussi illustratrice. Est-ce que ça t'aide en dehors de tes romans pour des schémas, d'autres choses? Alors, ça va m'aider pour les schémas, ça c'est sûr et certain, de pouvoir modifier mes figures et rajouter des petits trucs à la main et tout grâce à Procreate, Photoshop, etc. Donc, c'est sûr que par rapport à des gens qui ne maîtrisent pas ces logiciels, je vais être avantagée, ça ira plus vite pour moi. Après, ça va m'aider, je pense que du coup, ça va m'aider pour la thèse parce que j'ai prévu de faire une jolie thèse, enfin, une jolie thèse physiquement, c'est-à-dire que j'ai envie de faire un peu des illustrations pour orner un peu les annonces de chapitres différents. Par exemple, il n'y a pas longtemps sur mon Instagram, j'ai publié la fable La cigale et la fourmi remaniée un peu à ma sauce. Donc là, j'ai prévu d'essayer de faire un peu des illustrations style un peu enluminure et tout. Donc ouais, j'ai prévu de faire une jolie thèse visuellement grâce à mes capacités d'illustratrice. Après, ça me sert par exemple pour les schémas quand j'ai un stagiaire et qu'on observe l'environnement 3D. Bah, c'est sûr que c'est facile quand on sait dessiner un peu en 3D de pouvoir dessiner en 3D une fourmi qui marche. Ça c'est sûr. C'est bien, on aura une thèse digne du 19e siècle avec les illustrations de naturalistes comme ça à l'ancienne. Parfait. Ouais, Ah, le rêve, hein, le c'est rêve. ça. Faut l'écrire à la plume maintenant, la thèse. Ça c'est moins le rêve.
Oui, enfin, j'aime bien souffrir, mais quand même pas autant. Alors, la question d'Elio était la dernière question qu'on a eue. Je sais pas s'il y a encore une ou deux questions qui sont en train de s'écrire, donc je meuble en attendant. Ça fait vite. Bon, on va Mais voir la si... menace, ça marche bien. Ouais, On les a menacés pour voilà. écrire des questions Ah, et il y a ça a bien eu... marché. ouais, le question aux conséquences a très bien fonctionné. Voilà, je vais le Ouais. garder, on va le réutiliser pour d'autres. Mm, mm. Alors, est-ce que ça vient, ça ne vient pas? Peut-être pas. Peut-être que tout le monde se dit, oh, vivement que ça finisse, c'est l'heure du goûter. Ouais, ils sont peut-être déjà partis même d'ailleurs. Non, ils sont encore là. Je les surveille, ils sont encore là. Tu les vois. Ah, il y a quelqu'un de plus en plus, je crois. Il y a un Il y a- petit set qui a popé. peut-être, peut-être. C'est trop tard. C'est ça, c'est fini, vous arrivez trop tard. Fini là, ne venez pas. Voilà. Bon bah, puisque c'est fini, on a dit que c'était fini, bon bah c'est fini. Voilà. Vas-y. Eh ben Perrine, je te remercie pour ton temps déjà et puis pour tes réponses. Je remercie le chat aussi pour ses questions, tout à Ouais. fait, tout à fait Merci à tous. intéressant. Merci C'était d'être très chouette. venu, Ouais. c'était très chouette. Je rappelle Merci à à tout le tous. monde voilà, qu'il faut s'abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, activer la cloche, enfin les machins habituels. Conséquence. Voilà, c'est ça. On vous connaît maintenant. Faites. Voilà. Faites-le, voilà, faites-le, ça soutient la chaîne pour d'autres doctorants tout aussi charmants et charmantes que Perrine. Et maintenant que tout C'est ça a été dit, eh ben on peut se dire au revoir et à dans un mois du coup sur Twitch à 15h.